J'étais en train de vous saluer, de vous remercier de votre présence. Je dois remercier le GEVAP et la présidente du comité scientifique de ce colloque. Je la remercie également pour la présentation de ma note nécrologique sur l'ensemble de mes activités qui sont effectivement diverses, mais centrées sur la didactique, puisque je suis fondamentalement un didacticien de la technologie et des sciences, et ce qui m'intéresse et ce que je vais essayer de faire partager ou de partager avec vous porte surtout sur les contenus de formation en particulier. Je travaille sur la construction des formations, leur mise en œuvre, et je souhaite aborder cette question-là en souhaitant, peut-être en vous proposant quelques détours pour échanger, parce que je souhaite une discussion avec vous. Alors j'aborderai 4 points. La question des rythmes et de la progressivité. Vous constaterez que je considère que la question des rythmes est une fausse question, et que la vraie question porte sur la progressivité. Cette progressivité me permettra d'aborder un concept central qui est celui de technicité, et la technicité me permettra d'évoquer ou de discuter la forme curriculaire, la morphologie des formations et l'agencement des contenus pour permettre enfin une discussion. Vous l'avez compris, les rythmes correspondent en fait à une organisation dans le temps d'événements, avec des récurrences de ces événements, avec des phénomènes périodiques. Mais vous comprenez bien, et c'est tout l'intérêt de l'appel ou de l'annonce de ce colloque, de mentionner rythme au pluriel, parce qu'il existe différents rythmes. Des rythmes qui sont associés au lieu, c'est le plus évident, puisque c'est l'alternance entre des lieux qui peuvent être l'université, qui peuvent être les entreprises ou les terrains. Donc, au-delà de cette première évidence, il y a également d'autres risques masqués qui sont le rythme des apprentissages, de la construction des compétences, le rythme des attendus, avec par exemple un mémoire qui est attendu en fin de formation, dont d'ailleurs on n'en fait rien dans sa carrière, puisque la pratique rédigée n'est pas, en tout cas en France, reprise pour la formation des enseignants dans leur activité dès qu'ils sont titularisés. Des rythmes également dans le processus de formation, avec des temps différents. Ce qui renvoie donc, rythme renvoie fondamentalement à temporalité, comme l'a exprimé Daniel, avec des temporalités prescrites dans les différents lieux, mais également des temporalités vécues qui sont associées aux appropriations, aux contrats et aux effets de contrat, avec des régularités, mais aussi des accélérations, des freins, des seuils, des paliers, avec une hétérogénéité de temporalité qui sont associés aux individus, à leur progression et à leurs acquisitions. Alors, comme le signalait Daniel, je fais référence à la recherche sur la formation en alternance des ingénieurs, une recherche qui avait été sollicitée par un organisme qui fédère des formations en alternance d'ingénieurs, où la question qui nous était posée, c'est « donnez-nous le bon rythme ». Quel serait le bon rythme qui conviendrait? Et la question était fondée, en fait, pour fournir des réponses à une institution d'évaluation et d'accréditation, qui est la commission des titres d'ingénieurs, qui, au moment du renouvellement de la contractualisation, exige un certain nombre de garanties sur ce rythme qui est mis en œuvre. Et nous avions constaté qu'il y a des rythmes très très variables selon les institutions, et qui sont des rythmes surtout liés aux contraintes organisationnelles. Il est évident que dans une formation d'ingénieur, vous avez un stage à l'étranger, eh bien ça va conditionner un certain nombre de contraintes pour l'organisation et la séquentialité des actions.
C'est pour ça qu'en termes généraux, la commission des titres d'ingénieur propose ou indique, ou mentionne, ou souligne que les cycles doivent être ni trop longs, ni trop courts, permettant un maintien permettant de maintenir un lien entre les deux lieux. Le principe général, c'est qu'il s'agit de rythmes qui sont irréguliers mais progressifs, et avec très souvent un temps de projet en fin de formation qui est un petit peu comme dans la formation des compagnons, la période de réalisation d'un chef-d'œuvre qui attesterait de l'ensemble ou de l'atteinte du seuil exigible en fin de formation. À titre d'illustration, quand on reprend des rythmes prescrits d'une école d'ingénieurs, l'ENSTA de Bretagne, ou le CFA, le Centre de formation par apprentissage des ingénieurs 2000, avec lesquels nous avions travaillé, vous observerez dans les coloriages des rythmes assez proches qui répondent en fait aux aspirations et aux conditions de la commission des titres d'ingénieurs. Je souhaite introduire dès maintenant une différence importante ou une distinction importante, et je me réfère à une didacticienne des langues qui distingue en fait les langues de spécialité et les langues professionnelles. Et dans la formation d'ingénieur, il y a cette même distinction à faire. Là, j'ai pris le schéma ou l'organisation de la formation à l'École nationale supérieure des arts et métiers, donc une formation, une institution, une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs issus des classes préparatoires, donc avec une formation, je serais tenté de dire, d'ingénieurs généralistes, et qui ne sont plus des ingénieurs métiers tels qu'on peut voir dans le CFAI Ingénieur 2000, où vous avez une formation d'ingénieur aéronautique, une formation d'ingénieur plutôt mécanicien, donc une formation généraliste et des formations métiers. C'est cette distinction que je fais qui me semble extrêmement importante pour discuter la question des rythmes et la question de la progressivité. Dans l'ENSAM, donc, qui est une école d'ingénieurs généralistes, il y a un rythme avec des relations à l'entreprise qui s'effectue sous forme de stage, avec un stage exécutant, qui est le stage où on va rencontrer l'entreprise, c'est un stage ouvrier, généralement, puis un stage industriel en deuxième année, puis un projet d'expertise où on va avoir le seuil de l'ingénieur généraliste, qui est susceptible, à la sortie de l'ENSAM, les étudiants sont susceptibles à la fois de travailler dans le génie civil, à la fois dans le génie mécanique, à la fois dans le génie chimique, puisque la couverture de leur contenu et de leur formation initiale leur permet une spécialisation après, tandis que dans les formations d'ingénieurs par apprentissage, donc en alternance, il y a une formation métier qui cible en fait l'activité et la profession. Je veux dire que là, c'est le schéma de la formation académique. Quand on forme les pharmaciens en plusieurs années, 6 ans, 5 ou 6 ans, la première année est une année de mise à niveau des connaissances scientifiques et biochimiques, en particulier, en pharmacologie, en galénique et autres, qui permettent un premier niveau et un seuil, je dirais, de formation initiale de base où les contenus sont essentiellement des connaissances scientifiques, sans aucun lien avec une perspective de professionnalisation. Et à partir de la deuxième année de pharmacie, les étudiants vont être dans une spécialisation progressive vers le métier de pharmacien d'officine, le métier de pharmacien d'hôpital ou le métier de pharmacien dans l'industrie. Donc avec ces spécialisations progressives qui peuvent amener également à l'internat. Donc vous voyez, le point que je souligne là, c'est qu'il y a des formations différentes en fonction de la perspective de former un généraliste ou un spécialiste. Ce qui est un des problèmes de la formation des enseignants, puisque, en France en tout cas, on ne prépare pas
les professeurs des écoles à enseigner en petite section ou en maternelle et en CM2. C'est une formation qui se veut polyvalente, donc généraliste, capable, pour que les gens soient capables d'intervenir avec des enfants de 2 ans et des enfants de 12 ans et maintenant dans la première année du collège. Donc il y a ces alternances qui posent la question de la progressivité avec une immersion progressive dans le milieu industriel ou le milieu socio-technique, avec un détachement progressif de l'école ou de l'institution de formation, avec ce dessin un peu résumé, où on a ce curseur qui permet de passer d'étudiants à ingénieurs, de techniciens supérieurs à ingénieurs, en faisant varier en fait les contenus et les performances. Alors je disais, ou j'avais annoncé, que la question, pour moi, la question du rythme, ou le problème du rythme est un faux ami, puisque il y en a beaucoup de rythmes, et du point de vue, en tout cas, d'études, d'investigation et éventuellement de conception, ce qui me semble le plus important, c'est de penser en termes de progressivité, c'est-à-dire quelles sont les plus-values qui successivement vont être apportées pour atteindre un seuil qui sera le généraliste ou le spécialiste métier. Sans surprise, cette question est déjà très ancienne, avec, par exemple, la proposition de Pelpel sur la progressivité des interventions ou des stages, avec les stages que vous connaissez, les stages de sensibilisation, les stages d'observation, les stages en situation et les stages en responsabilité. La progressivité est fondée là sur l'extension des compétences avec la responsabilisation. C'est-à-dire que dans un stage d'observation ou un stage de sensibilisation, il n'y a aucune responsabilité assumée. Tandis que dans le stage en responsabilité, il y a une responsabilité. C'est pour ça d'ailleurs que les stages des élèves de 3e ont un enjeu très particulier par rapport à des stages de formation professionnelle. Quand je disqualifie d'une façon sympathique les rythmes pour valoriser la progressivité, je suis amené à introduire le concept de technicité. Le concept de technicité a été formalisé par Combarnous dans un ouvrage qui s'appelle « Les techniques et la technicité », où il met en évidence, où il argumente que la technicité est fondée sur la réunion permanente de 3 composantes. Une composante d'apparence philosophique, je reprends ces termes, qui est la rationalité dans sa forme de réflexion technique. Cette rationalité, alors vous avez un exemplaire de rationalité, aujourd'hui je suis appareillé, il y a un micro, il y a une caméra, il y a un environnement matériel, et je dois faire preuve d'une rationalité technique, à la fois pour tenir compte des contraintes de temps, de votre intérêt pour ce que je dis ou ce que je présente, les questions que je souhaite qui soient débattues ensuite. Donc il y a cette rationalité qui est pilotée en fait par la recherche d'efficacité. C'est-à-dire que toutes les situations techniques se caractérisent par des environnements complexes, des situations multicritères ou multicontraintes, avec l'objectif de trouver l'optimisation dans des solutions efficaces. L'autre composante de la technicité, c'est la composante d'apparence matérielle, et Combarnous précise qu'il s'agit de l'emploi d'engins comme intermédiaire entre des volontés et des actions. Alors, qu'est-ce que sont les engins? Eh bien, bien sûr, ce sont tous les engins symboliques ou matériels, c'est-à-dire qu'un tableau d'organisation peut être un engin. Dans le mot engin, il faut bien retrouver la racine du vieux français ingenium, l'ingenium de l'ingénieur, qui renvoie d'ailleurs à la métisse grecque, qui renvoie donc à la recherche de solutions efficaces dans une situation particulière. Et engin est également à l'origine du mot ingénieur, du mot ingéniosité, du mot génie,
que l'on retrouve dans les génies techniques en particulier. Et puis, point important, troisième composante, c'est la composante d'apparence sociologique qui correspond aux spécialisations des individus et des groupes dans l'exécution de tâches coordonnées. C'est-à-dire que tout acte technique s'inscrit dans un réseau interprofessionnel ou de spécialité. Alors ça, c'est particulièrement vrai pour les ingénieurs, pour les personnels de santé. C'est beaucoup moins vrai pour les enseignants, parce que la profession ou le métier d'enseignant est relativement solitaire. Bien, en tout cas pour les enseignants du premier degré, les relations, le réseau interprofessionnel est relativement réduit, voire ignoré dans le second degré, où le découpage disciplinaire ne permet pas de savoir ce qui se passe dans la classe d'avant, et donc il n'y a pas vraiment de relation de spécialisation interprofessionnelle. Alors je voulais prendre un exemple, ou deux exemples. Je vais prendre le premier sur les infirmiers ou les infirmières IBOD de bloc opératoire. Leur mission, c'est d'organiser, de réaliser des soins et des activités en lien avec le geste opératoire aux différentes phases, avant, pendant, après l'intervention. Et il s'agit d'interventions invasives qui ont deux visées, ou qui peuvent avoir deux visées, une visée diagnostique et une visée thérapeutique. L'exemple classique, c'est la coloscopie ou la trachéotomie, où il y a ces infirmières de bloc opératoire qui assistent l'équipe et qui sont insérées dans un réseau interprofessionnel. Alors, la rationalité technique est évidente pour ce type d'activité, puisqu'il s'agit de mettre en œuvre des mesures d'hygiène et de sécurité en tenant compte à la fois des risques, mais également de la nature des interventions et également de la spécificité des patients. C'est-à-dire que dans cet environnement-là, parmi les engins, et je vous prie de m'excuser sur la désignation un peu forte que je fais, le patient est dans l'environnement des engins, puisqu'il a des réactions, un peu comme une matière qui réagit à des pulsations. Il y a bien sûr des engins, je l'ai dit, donc les patients, mais il y a également tout un appareillage, des instruments, des appareils de dosage, des écrans de contrôle, des seringues diverses, des seringues électroniques, des moniteurs, par exemple, d'exploration extra-rénale, dont les infirmières spécialisées doivent assurer l'installation, le réglage, mais également la surveillance, pour repérer tout dysfonctionnement potentiel qui relève en fait ensuite d'une décision du médecin responsable légalement du soin et de l'opération. Vous voyez là encore qu'il y a donc la troisième composante d'ordre sociologique, c'est-à-dire le rapport dans un espace, dans une organisation professionnelle, avec des médecins, des chirurgiens, des infirmières anesthésistes, des infirmières de tout genre qui sont autour du bloc opératoire. Les documents de présentation de cette spécialité sont définis et vous voyez que la colonne IDE, c'est infirmières diplômées d'État. Donc ce sont des tâches que les infirmières diplômées d'État ne font pas et qui sont en revanche de la responsabilité de l'IBOD, qui est mentionné ici, avec des protocoles particuliers qui se font seuls, en responsabilité, ou sous tutelle, en quelque sorte, du médecin ou du chirurgien. J'essaie de présenter ce que j'appelle technicité sur cet exemple-là. Je vais prendre un deuxième exemple qui relève du milieu plus industriel, et ça va être la minute publicitaire pour Decathlon, pour fêter l'arrivée de Decathlon en Suisse. Alors, une équipe d'ingénieurs que je connais assez bien a eu le défi
de répondre à un besoin qui est l'entraînement ou l'initiation au golf dans son salon. Alors, il existait des moquettes vertes, il existait également des jeux avec des balles de différentes solutions, mais qui ne permettaient pas de restituer le comportement de la balle dans un environnement comme celui d'un green. Alors, la solution, c'est celle-ci. Ce sont des boules de golf. La couleur, c'est essentiellement une affaire marketing. Et puis un trou qui est comme ceci. Et donc, alors j'ai pas de canne de golf, on a une... Voilà. C'est-à-dire que dans la rationalité technique de cette équipe d'ingénieurs, ce qu'il a fallu trouver, c'est une solution efficace aux besoins, et donc inventer une solution non disponible qui en fait s'avère être dans le matériau utilisé pour faire la boule. Tout dépend en fait des caractéristiques mécaniques du noyau que vous voyez sur la vue et de la surface qui permet en fait un rebond minimum et qui assure le comportement comme s'il s'agissait d'une pelouse. L'autre innovation majeure, c'est qu'il fallait trouver un trou sans percer le sol de la salle à manger. Et donc, la solution a été de trouver ce petit système, qui est un système qui paraît... Edison aurait dit que c'était une vraie invention parce qu'il suffisait de la trouver, qui sont des petites bascules qui sont mues essentiellement quand la balle arrive avec une certaine vitesse et dans une certaine direction, et qui refusent de tomber dans le trou si le comportement n'est pas atteint. Donc, j'espère que vous avez bien compris la rationalité technique telle que je souhaite l'exposer, où il y a un enjeu de solution qui est avec beaucoup moins de risques que l'infirmière IBOD que j'évoquais tout à l'heure, mais néanmoins, l'enjeu est toujours le même, il faut que ça marche. Il faut que ça marche à la fois au plan technique, il faut que ça marche au plan commercial, et il faut que ça marche en termes de production, parce que pour passer d'un produit, d'un prototype, hein, il y a eu une série de prototypes qui ont été faits pour parvenir à une production en grande série, délocalisée en Chine, donc avec des matériaux et des caractéristiques très particulières. On voit apparaître tout de suite donc, les engins que je mentionnais dans cette rationalité et l'organisation sociale des spécialités qui contribuent à la réussite de ce projet. Je ferme cette petite parenthèse publicitaire pour souligner qu'il y a ce cadrage de la technicité du métier d'ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a un statut social. Ce ne sont pas des déclarations faites par un organisme, quelque chose, mais il y a une reconnaissance sociale de la qualification. Et je ne vais pas lire bien évidemment l'ensemble, c'est extrait du document de la commission des titres d'ingénieur le plus récent, avec l'enjeu de trouver des solutions ou régler des problèmes souvent complexes de création, avec bien évidemment les aspects de durabilité que l'on a dans toutes les situations. L'autre point dans ce cadrage institutionnel, c'est la définition du profil de l'ingénieur. Le profil de l'ingénieur qui doit posséder un ensemble de savoirs et de savoir-faire, une solide culture scientifique et une solide culture générale, lui permettant d'apporter une vision globale à tout projet. Et ce qui est important, c'est l'approche compétence qui est valorisée, l'approche compétence dans le discours du CTI qui met en avant les learning outcomes ou les acquis d'apprentissage, ce qui me permettra tout à l'heure d'introduire la perspective curriculaire, puisque il est précisé, donc, si vous voulez, on ne définit pas
la formation à partir des inputs, mais à partir du profil de sortie, avec ces learning outcomes, dans une perspective internationale, j'y reviendrai, qui fige en fait une qualification avec des possibilités de mobilité internationale. Et il est mentionné que ce concept d'acquis d'apprentissage doit être indépendant du mode de formation, qu'il s'agisse d'une formation de spécialité, comme je l'avais, ou généraliste, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, ou de formation métier, comme c'est précisé. Et l'on peut voir qu'il y a un référentiel, et l'implication des outcomes fait prévaloir en fait le travail de référentialisation, qui va être défini ici d'une façon relativement macroscopique, avec des connaissances, l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques et la maîtrise de leur mise en œuvre, l'adaptation aux exigences propres de l'entreprise et de la société, que je range du côté des compétences, et la prise en compte de la dimension organisationnelle, personnelle et culturelle, que je range du côté des expériences. Je vais préciser pour que nous soyons bien compris, avec un certain nombre de learning outcomes qui sont prédéfinis et déterminés et qui constitueront les éléments de l'évaluation terminale qui attestent en fait de la réussite. Vous voyez que cette perspective-là couvre en fait les trois orientations qui sont proposées pour le pilotage des curriculums par Alistair Ross, à la fois en termes de connaissances, à la fois en termes de compétences et à la fois en termes d'expérience. Dans ce trièdre, ce qui est indispensable ou ce qui est nécessaire, c'est de voir les oppositions entre l'axe connaissance et le plan formé par les axes compétences-expérience. Puisque dans la présentation tout à l'heure de l'ENSAM ou d'une formation d'ingénieur généraliste, on voit bien que la progressivité est construite avec un temps centré sur les connaissances. Et une fois que les connaissances sont acquises, il y a un travail sur le plan compétences-expérience qui sont dans l'action. En revanche, dans les formations en alternance, on va avoir la trilogie qui va fonctionner en même temps, puisqu'il va y avoir des connaissances, des compétences et des expériences, et la progressivité dans ce cas-là est conçue d'une façon un peu concentrique, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit noyau compétences, connaissances, expériences qui va s'étendre progressivement en jouant l'atteinte. Contrairement, je le répète, à la formation de généraliste, où on va être centré sur un temps de connaissance et de maîtrise de connaissances, et qui vont ensuite être mises en œuvre dans l'entreprise. Donc vous voyez, il y a une différence qui me semble extrêmement importante sur le type de progressivité d'une formation académique ou d'une formation professionnelle, en particulier par alternance. Ce sont donc les trois orientations qui s'expriment par Alistair Ross sur les content-driven curriculum, les objective-driven curriculum et les process-driven curriculum, qui sont également présents dans tout ce qui relève de la validation des acquis de l'expérience, où les validations des acquis de l'expérience sont très précisément ou correspondent très précisément au processus de secondarisation, si je puis emprunter le mot à Elisabeth Bautier, où on va passer du plan compétence-expérience à sa mise en mots et à la construction de connaissances, contrairement à une formation généraliste où on va être dans un autre champ. Ce principe ou cette façon de raisonner me semble extrêmement importante pour discuter la progressivité et les contenus de formation dans leur programmation et leur planification qui vont donner le rythme. Je voulais également, et j'en ai parlé tout à l'heure brièvement,
dire que c'est une organisation, ce sont des perspectives qui sont internationales, puisque désormais, on ne peut plus former un ingénieur sans penser à la mobilité professionnelle de ces gens, comme on ne forme plus des infirmières qui seraient uniquement adaptées au système européen, mais qui visent en fait la possibilité d'une installation au Québec, où les sciences infirmières sont largement plus développées qu'en France. Et à titre d'exemple, vous avez une forme de référentiel de l'Association des ingénieurs civils américaine, où il y a donc une programmation. Alors là, ce n'est pas l'objet de mon intervention, mais on pourrait développer les principes constructifs de ce référentiel qui sont en jeu dans cette perspective de mondialisation et d'internationalisation. Je reviens donc à la technicité, et j'y insiste un peu lourdement. Je reprends cette vue-là pour bien marquer les trois composantes et la perspective donc de jongler avec progressivité et technicité, puisqu'il s'agit en fait de former un étudiant vers un ingénieur, et pour le cas des CFAI Ingénieurs 2000, le principe c'est de passer du stade technicien supérieur à ingénieur débutant. J'introduis une nouvelle notion qui est celle des registres techniques, ou des registres de technicité, que Jean-Louis Martinan avait proposé en 1994 pour la formation des enseignants, et que je reprends ici dans une autre conjoncture. Ces registres, ils sont définis comme ça, c'est-à-dire, ce sont des propositions qui méritent d'être discutées pour ajuster. Il ne s'agit pas de les reprendre en tant que tels, mais de permettre avec ces concepts de problématiser les formations. Alors, le registre de participation, c'est la capacité à tenir un rôle, mais sans maîtrise, donc avec aide et contrôle dans une pratique. Le registre de la lecture-interprétation, c'est sans être capable forcément de le faire soi-même, c'est la capacité de lire et d'analyser, d'expliquer une pratique. C'est vraiment le registre en particulier des tuteurs ou des formateurs de terrain qui doivent être capables d'analyser les pratiques de l'étudiant, mais en même temps, c'est aussi un registre important pour l'étudiant pour qu'il puisse analyser et décoder ce qu'il voit dans la gestion de classe, dans une situation. Le niveau de maîtrise qui parle forcément à tout le monde, la capacité à mettre en œuvre dans une pratique, et la modification-transformation qui est le summum en quelque sorte, ou qui est un niveau différent, ou un registre différent, parce que la compétence va permettre de dépasser les routines habituelles pour transformer les pratiques sociales. C'est le cas, par exemple, de l'invention chez Toyota des diagrammes Ishikawa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui sont des outils permettant de penser la conception technique, et donc qui construisent d'autres outils, d'autres façons de penser, qui rénovent, réactivent la rationalité technique. Donc, registre de technicité ne correspond pas tout à fait à des niveaux d'acquisition de compétences, puisque les registres de technicité permettent de décliner les compétences ou la formation. Pour être plus concret, dans le domaine des soins infirmiers, on peut très bien être dans le registre de la maîtrise dans la toilette de la personne âgée, tout en étant au niveau de maîtrise dans cette tâche ou dans cette opération technique. On peut être uniquement au niveau de la participation dans l'analyse diagnostique du comportement de la personne âgée. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un peu comme si nous étions devant un pupitre avec des curseurs, en disant, là, il y a un registre de maîtrise qui est mis en évidence, et là, c'est un registre de participation ou un registre d'interprétation, et là, c'est un autre registre qui est en jeu. C'est un travail qui mériterait d'être rediscuté, d'être approfondi pour déterminer ces registres, ceux qui sont opérationnels, pour penser les formations. Il y a donc une nécessité dans ce tandem temporalité-progressivité,
il y a la nécessité de cadrage de la temporalité avec la structure séquentielle, c'est-à-dire une question curriculaire évidente, c'est par quoi commence-t-on une formation? Et qu'est-ce qu'on fait après? C'est exactement comme un enseignant, par quoi commence-t-on l'apprentissage de la lecture? Donc, par quoi commence-t-on? Qu'est-ce qu'on met après? Quelle est la progressivité qu'on installe? Quels sont les principes de progressivité qu'on va mettre en évidence, permettant de définir la progressivité et ensuite le rythme, éventuellement, qui va être une traduction temporelle de cette progressivité. Quelles vont être les durées? Quel est le séquençage? Et sur la question des lieux, où va-t-on apprendre cela? Et comment on va articuler la progressivité sur deux lieux qui sont le terrain, l'université, voire dans des formations triales, d'autres endroits. Hier, nous l'évoquions avec la question des exercices d'entraînement qui sont en jeu. Pour terminer cette question de la technicité, je rappelle lourdement les trois composantes, mais ça, je pense que c'est enregistré. J'attire l'attention sur les découpages scientifiques ou pragmatiques de la réalité qui sont à la source de confusion et de disjonction dans les formations. C'est les conflits de référence et de savoir qui sont absolument merveilleusement exprimés par Olivier Moligny et Philippe Pernoud, quand ils définissent la formation des ingénieurs et des médecins s'organise en partie autour d'objets pratiques, les technologies dans un cas, les pathologies dans l'autre. C'est pourquoi un physicien n'est pas un ingénieur et un médecin ou un biologiste n'est pas un médecin. Ce que ces auteurs peut-être veulent dire, mais en tout cas ce que moi j'en tire, c'est qu'il y a une confusion sur la rationalité. Sur la rationalité que j'ai précisée en termes de rationalité technique et non pas en termes de rationalité scientifique. C'est-à-dire que la rationalité technique, elle est liée à un acte technique, à une action, alors que la rationalité scientifique, elle est liée à une découverte, à une investigation, mais pas forcément orientée vers l'action. Ce qui me permet, dans le raisonnement que je vous propose, de discuter un outil d'analyse et de conception des formations. C'est un modèle que j'avais mis en œuvre quand j'avais travaillé sur l'expertise des programmes de technologie dans les années 70. C'était pour voir si vous suiviez. Dans les années 90, pardon, où en fait, je me pose la question du point de vue de l'enseignant ou du point de vue du formateur. Une des questions de formateur, c'est souvent, mais qu'est-ce que je vais leur faire faire? Et donc, j'entre par la tâche que je suggère, qui sous-entend des contenus, et je pose deux questions fondamentales. Quelle est l'orientation, ou quelle est la visée, ou quelles sont les visées de cette tâche et de ces contenus? Donc c'est la question de l'orientation de la tâche. Et l'autre question, c'est à quoi ce que je propose renvoie à l'extérieur de l'institution de formation. C'est donc la question des références et de la signification de ce qui est mis en œuvre dans l'institution de formation ou dans l'institution d'enseignement. Et il est bien évident que ça peut conduire à ce que j'avais appelé des situations prototypiques d'enseignement, apprentissage ou de formation, où les tâches dans le domaine technique et professionnel doivent relever d'une technicité. Donc les tâches sont naturellement techniques et elles doivent viser des orientations de formation technologique avec des références aux pratiques socio-techniques. Par rapport à hier, où mon collègue présentait la question de la transposition didactique, je suis plutôt didacticien des sciences et on utilise pour examiner les phénomènes transpositifs
plutôt la question des pratiques de référence qui sont plus à même de couvrir le champ que la transposition didactique, qui est en fait un phénomène transpositif de contenu mis en mots. Or, il y a, dans le domaine technologique et professionnel, des références qui ne mettent pas en mots, mais qui sont des gestes, qui sont différentes choses. Et à partir de ce moment-là, où ce schéma peut fonctionner, alors on peut penser la temporalité et la progressivité, puisque ce schéma est susceptible de se reproduire tout en interrogeant la pertinence des contenus et la pertinence des tâches par rapport à leurs références. Donc, je poursuis. Vous voyez, j'ai un raisonnement un petit peu... j'essaie de vous montrer le raisonnement au fur et à mesure de mon exposé, puisque je passe d'une problématique à l'autre en rajoutant des concepts, et là, je discute la question des références et la difficulté ou la tension qu'il peut y avoir entre les savoirs académiques ou les pratiques de référence. C'est-à-dire, quand je prends l'exemple des ingénieurs formés à l'ENSAM, on voit bien que les références dans la première année sont essentiellement des références académiques. Il s'agit de tout savoir sur la résistance des matériaux, indépendamment des pratiques qui vont être manifestes et sollicitées dans l'acte technique de l'ingénieur. La notion qui est en filigrane, c'est que vous avez des formations générales et des formations au particulier. C'est la tension entre le général et le particulier qui est en jeu en termes de contenu, qui est important puisque la biologie qui est enseignée aux infirmières est contextualisée aux besoins qu'elles ont et non pas une biologie très générale. Dans cette temporalité, non, pardon, je suis perdu. Oui, c'est la question des références que je viens d'évoquer entre savoir académique ou pratique de référence avec la tension entre scientificité et rationalité et technicité, ou rationalité scientifique et rationalité technique. Alors, la question se pose assez facilement pour les formations d'alternance, puisque dans une alternance juxtapositive, c'est très simple, puisque les références vont être les savoirs académiques, et on va avoir des tâches et des contenus avec des visées académiques. Donc une cohérence à gauche, une cohérence à droite, mais toutes les formations d'alternance visent plutôt une alternance intégrative. En tout cas, c'est le mot qui réunit les principes de base. Donc, dans cette alternance intégrative, la question qui est posée, c'est la superposition des tâches et de leurs visées, et donc celle des références. Si l'on observe des propositions ou des prescriptions, par exemple l'ensemble des documents du CFAI Ingénieur 2000, toutes les prescriptions indiquent qu'il faut une alternance intégrative. Néanmoins, lorsqu'on observe à la fois les contenus et les modalités d'enseignement, on s'aperçoit qu'il y a une forte disjonction entre, là c'est un tableau qui reprend tâches, visées, références et la progressivité, et on s'aperçoit qu'à l'université, on a des cours et des TD, alors que l'on a des activités professionnelles dans les séquences industrielles. On a des enjeux de maîtrise des connaissances dans le secteur académique et on a des capacités spécialisées et transverses qui sont valorisées dans l'autre. On a les références des sciences de l'ingénieur ou des sciences pour l'ingénieur d'un côté et les pratiques d'ingénieur de l'autre. On a une progressivité qui est dans l'université les domaines scientifiques et technologiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des relations entre les modèles mathématiques et les notions de physique, mais indépendamment des actions de plus grande envergure qui sont sur le terrain. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une logique d'enseignement qui s'oppose à une logique de formation et qui ne permettent pas réellement d'avoir cette alternance intégrative. Les outils que j'ai présentés permettent en fait de penser cette progressivité avec les registres de technicité, et vous voyez que là, je reprends
le schéma que j'étends et que je borne avec des registres qui peuvent définir des niveaux, en quelque sorte, parce qu'on aurait un premier niveau avec une pratique de référence qui est identifiée, qui peut être d'un registre de participation ou autre, et progressivement, on va avoir une extension de ce champ. Ce qui me permet, en analysant comme ça, d'introduire mon troisième point, qui est sur la forme curriculaire, et là où je vais rappeler un principe de base, c'est que curriculum renvoie à cursus, renvoie à course, renvoie à progressivité et développement temporel sur les curriculums de formation et un pilotage par les outcomes, donc les profils de sortie et la référentialisation que j'évoquais, avec une dimension à la fois systémique et une dimension séquentielle, donc une dimension systémique qui est plus liée au contenu et une dimension séquentielle plus liée aux temporalités. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau puisque la question de la structure et de l'agencement des contenus a été posée dès les premiers travaux sur les curriculums d'enseignement ou de formation par des sociologues, certes, mais qui posaient cette question de comment on agence les contenus, par quoi on commence, qu'est-ce qu'on met après, qu'est-ce qu'on met en même temps. C'est très précisément, c'est le avant, le après, le pendant, et qu'est-ce qui devient après quand ça devient pendant, etc. Et avec ces deux dimensions, à la fois systémiques, où il y a plusieurs composantes articulées, et la dimension séquentielle de la programmation et de la progression. Alors, si je représente ça sur mes petits schémas, on a un étudiant dans un état initial, on a un état final espéré qui est dicté par le référentiel et le registre de ce référentiel, et puis le curriculum, en fait, n'est qu'un ensemble de moyens pour atteindre ces fins. Donc c'est un pilotage par les fins, où l'ingénierie pédagogique, ou l'ingénierie didactique, devrais-je dire, est de composer et d'agencer à l'intérieur ces contenus avec un niveau beaucoup plus micro. C'est une évidence, ma représentation est une évidence, puisque dans une alternance juxtapositive, on va avoir une progressivité de l'école ou de l'université, une progressivité sur le terrain et une disjonction complète qui fonctionne dans les formations d'ingénieurs généralistes de l'ENSAM. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, et ça répond également aux attentes des étudiants généralement, qui acceptent en fait d'apprendre des choses déconnectées des pratiques qu'ils auront à mettre en œuvre. Quand il s'agit d'une intégration, d'une perspective d'alternance intégrative, eh bien on a un ensemble de séquences. Et là, vous voyez que j'ai mes petites représentations moléculaires qui correspondent à tâche, visée, référence, progressivité, qu'il va falloir composer. Et pour les composer, eh bien, on a deux orientations, qui est la synchronie et la diachronie, pour mettre en ordre ce qui se fait en même temps, ce qui ne tient pas en même temps, ce qui doit être avant, ce qui est après, ce qui va commencer à un certain moment. Vous voyez, ce sont des représentations graphiques qui simplifient, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Pour illustrer un peu ce que je veux dire, j'ai pris l'exemple, alors qui ne concerne pas beaucoup de gens ici, c'est la formation certificative du barbier. Alors, c'est une illustration, j'ai délibérément choisi une formation de brève durée, qui est assez simple, mais qui est fondée sur une rationalité, et c'est un stage de 3 jours qui est offert pour avoir la formation certificative du barbier. Et vous voyez que le matin, alors le premier matin, c'est des connaissances sur l'hygiène, la bouche, l'épiderme, sur l'histoire de la barbe, sur l'anatomie et sur le matériel. Et l'après-midi, le rasage sur modèle. Alors, je m'interroge d'ailleurs comment ils font pour trouver autant de modèles. Parce qu'une fois qu'on est rasé, je veux dire, on peut pas renouveler indéfiniment ces choses. Donc, un rasage sur modèle. Le deuxième jour, le matin, ce sont des informations et des connaissances
sur les produits barbiers, la rentabilité, le savonnage, le massage. Donc vous voyez qu'on change le registre, en fait. On passe, le premier jour, c'est le geste de base, avec une rationalité qui est guidée par les connaissances. Le deuxième jour, on voit une extension qui vise, en fait, à l'amplification de la mission, mais également la certification pour le chef d'entreprise qui va tenir son magasin de rasage. Et le troisième jour, ce sont des ajouts encore, des amplifications sur la question de la forme, les aspects esthétiques, puisque, paraît-il, il faut une adéquation entre la découpe de la barbe et la forme du visage, un peu comme les opticiens qui vous choisissent une paire de lunettes ou une monture de lunettes en fonction de votre esthétique. Et dans leur formation, ces lunetiers ou ces opticiens ont une formation de tel contenu, avec l'après-midi une coupe de la barbe. Donc si je représente ceci, vous voyez qu'on a les trois niveaux de débutants, de grands commençants et d'experts, puisque l'expertise à la fin, vous avez vu ces gens qui ont... alors, le rasage va jusqu'aux cheveux avec des lignes de rasoir et des sculptures du cheveu qui dessinent donc des dessins qui exigent là une forme d'esthétique à très haut niveau et en principe une adéquation parfaite, hein, puisque bon, je suis has-been de ce côté-là, je vous prie de m'excuser, mais il y a le rasage des cheveux, il y a de la sculpture, etc. Donc on est sur un haut niveau de technicité. Ce que je veux dire par là, en choisissant cette formation-là, c'est que, on le voit, il y a une augmentation de la compétence en épaisseur et en largeur. C'est-à-dire qu'on amplifie et on étend. Et je serais tenté de dire, parce que vous avez vu qu'il y a des enseignements le matin et des pratiques l'après-midi, que raisonner en termes de pratique et théorie est une voie sans issue. Par contre, si on raisonne dans la tension entre geste et rationalité, alors on peut poser la question qui intègre dans le geste des aspects d'ordre théorique. Et la rationalité fait référence aussi à des actions. Donc, je pense que le dilemme théorie-pratique est un problème qui, à mon avis, doit être complètement dépassé, qui ne mène nulle part, si ce n'est à la volonté de partage des espaces, mais qui ne permet pas de penser les contenus et les modalités de la formation. C'est pour ça que je souhaite discuter cette proposition que je fais, que j'exprime en termes de gestes, un peu à la façon de Bucheton, et rationalité, qui implique ces rapports à l'action efficace et à la connaissance pertinente dans ce jeu. J'introduis donc là, vous voyez, un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire que la question que je pose, c'est à quoi servent les contenus qui sont enseignés. Et je reprends le modèle des tâches visées référence, avec la référence des pratiques du barbier, avec des savoirs et un référentiel qui est en profil de sortie, et avec des savoirs associés qui relèvent de la biologie appliquée, puisque une des difficultés majeures et une des informations extrêmement importantes du barbier, c'est de ne pas couper. Donc ils sont extrêmement prudents au niveau de la bouche, ils sont extrêmement prudents au niveau de la paume d'Adam, de la jugulaire, parce que tout geste avec ce rasoir peut être décisif pour une fin de vie que les spécialistes iPod pourraient réinvestir leurs compétences. Donc c'est le lien interprofessionnel qui peut se jouer, mais c'est vraiment dans le pire des cas. Et en introduisant, parce que tous les référentiels métiers ou les référentiels de certification sur les diplômes ou les qualifications de faible niveau, les CAP par exemple, sont toujours définis en termes de connaissances associées. C'est-à-dire, c'est le vieux principe des savoir-faire et des savoirs qui sont mêlés, et les référentiels que j'ai examinés montrent cet aspect qui est toujours connaissance associée.
et qui reviennent en fait à des sciences appliquées, comme ce fut le cas sur l'enseignement ménager autrefois, ou qui est une formation intégrale qui était visée, mais j'en parlerai. Donc, mon point de vue fonctionnel, qui pose la question du à quoi ça sert, permet de hiérarchiser les fins ou les moyens. Ce qui est attendu est ce qui constitue des outils pour atteindre ces fins. Et on s'aperçoit que la formation certificative du barbier est fondée exclusivement de la même façon que le CAP coiffure cheveux lisses. Il faut que vous sachiez qu'il y a deux CAP. Il y a un CAP de coiffeur cheveux lisses et un CAP cheveux frisés ou cheveux crépus. Parce que et on va avoir donc des compétences qui sont les profils de sortie, qui visent trois aspects. L'exécution, qui vise la fonction conseil et donc la fonction commerciale, puisque le coiffeur ou la coiffeuse va essayer de vendre des produits pour des soins capillaires, et puis l'organisation et la gestion du chef d'entreprise, en quelque sorte. Et les contenus qui vont être enseignés vont être, par exemple, de la biologie appliquée, parce que je ne sais pas si vous avez déjà étudié les référentiels de la formation CAP coiffeur. On est très surpris par les connaissances qui sont indiquées, parce que ce sont des connaissances sur l'épiderme, par exemple, et sur les questions de la peau. Il y a de la chimie, alors ça m'a intéressé puisque je peux décoder un peu la chimie, et avec des notions qui ne sont enseignées que dans cette filière-là, qui sont associées aux décolorations. Et, oui, enfin, je ne suis pas un spécialiste du soin capillaire, avec des notions, par exemple sur les maladies de peau, que vous ne trouvez que dans ce type de formation. Donc vous voyez, les contenus sont choisis par rapport aux enjeux des savoir-faire. Et j'introduis, alors, un élément qui me semble extrêmement important, c'est la distinction entre des pratiques constitutives et des savoirs contributifs. C'est-à-dire que les pratiques constitutives sont au fondement de la professionnalisation qui est visée. Et les savoirs contributifs ne sont que des moyens, des outils pour ces pratiques constitutives. Ce qui permet de régler la question des références. Les références sont forcément celles des pratiques constitutives. Alors on peut le voir dans l'exemple des formations paramédicales dans les instituts supérieurs, dans des soins infirmiers, où on a des grilles. Je ne sais pas si vous avez regardé le référentiel de formation des personnels infirmiers ou des soins infirmiers. Ce sont des référentiels et des guides de formation qui font plus de 200 pages, où à partir de la définition du profil de sortie, toutes les programmations sont rédigées, sont constituées, permettant de planifier et de programmer à la fois ces pratiques constitutives et ces savoirs contributifs. Alors la nuance que j'apporte, c'est que dans leur référentiel, ils définissent des savoirs constitutifs et des savoirs contributifs. Et l'analyse que j'ai faite me permet de distinguer, et je pense que c'est beaucoup plus clair, les pratiques constitutives et les savoirs contributifs. C'est un problème qu'on rencontre tous les jours en formation des enseignants. Qu'est-ce qu'un professeur d'université ou un maître de conférence en psychologie peut-il apporter comme savoir contributif à la formation d'un professeur des écoles? Est-ce que l'inventaire de toutes les théories psychologiques non référées aux pratiques de classe ont un sens? Elles ont un sens uniquement si on vise une formation de généraliste, qui est une formation académique, mais dans ce cas,
ça n'est pas la peine d'imaginer une formation en alternance parce qu'on est dans une impossibilité. Par contre, si l'on inventorie ou si l'on centre les apports de la psychologie des apprentissages sur la construction du nombre, sur les phénomènes psycho-affectifs qui correspondent à des pratiques réelles ou des pratiques situationnelles, alors il est possible d'avoir une conjonction entre les moyens de la formation, les contenus, et les perspectives qui sont les horizons. Je renvoie à ce référentiel des infirmières et des personnels paramédicaux, qui est pour moi un document de base permettant d'examiner un curriculum vraiment pensé, et qui est très loin du référentiel des enseignants en France, par exemple, où vous avez un référentiel de 10 compétences qui ne décrivent que des généralités, mais qui ne permettent pas de caractériser la professionnalité. Et vous avez compris que quand je dis professionnalité, j'indique rationalité. Et dans ce document, moi j'ai réanalysé, et là je reproduis en schématisant, les pratiques constitutives sont déclinées en raisonnement et démarche clinique, alors c'est décliné à d'autres niveaux, sur le rôle infirmier, sur les soins et un certain nombre d'autres perspectives, et les savoirs contributifs relèvent de deux ensembles qui sont les sciences humaines et sociales et le droit et d'autres, et les sciences biologiques et médicales. Avec une déclinaison, c'est-à-dire qu'il y a une psychologie qui est enseignée, mais contextualisée, c'est-à-dire la gestion de la mort, enfin, des aspects comme ça, qui sont liés aux patients, la législation, la biologie, la pharmacologie, mais vous voyez que les savoirs contributifs contribuent aux pratiques constitutives. Et dans leur organisation, ce qui est important, ce sont deux choses. La première, c'est qu'il y a des unités d'enseignement d'intégration, c'est-à-dire des moments, c'est-à-dire dans leur plan de formation, il y a des unités d'enseignement d'intégration où on va avoir justement des moments où les étudiants infirmiers ou les apprentis vont se poser la question de l'intégration des connaissances juridiques et psychologiques dans une pratique de soins particulier, ce qui revient en quelque sorte, ou ce qui reviendrait à des pratiques d'analyse de pratique où l'on fait appel, mais là en les identifiant, les savoirs contributifs. Le deuxième point qui est à souligner, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui interviennent. C'est-à-dire que sur les savoirs contributifs, on va avoir des médecins, des PUPH, des enseignants-chercheurs qui vont contextualiser leurs connaissances, alors que ce qui va être pris en charge pour les pratiques constitutives, ça va être des formateurs de terrain, des praticiens ou des formateurs d'établissement, mais qui ont le statut et la professionnalité pour cadrer cette forme curriculaire particulière. J'arrive presque à la fin, je ne sais pas où j'en suis. J'ai dépassé, non? Un petit peu. Je voulais prendre encore, vous avez vu que j'ai choisi une option qui est les détours. Des détours sur des formations ignorées, sur des trucs sur lesquels on ne réfléchit pas souvent. Je pense à un autre exemple d'une formation en alternance qui est l'école 42. Ça vous dit quelque chose? Une formation d'ingénieurs, essentiellement des ingénieurs en informatique, dans un établissement sans prof. Dans un établissement sans prof, alors, j'avais un stagiaire à Paris Descartes qui était secrétaire pédagogique des formations en sciences du langage, donc il avait son job. Donc c'est une école très particulière qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et les gens peuvent... Et il est très content qu'il n'y ait pas de prof. Ce qui ne m'a pas fait plaisir, mais bon, c'est pas dans le registre de ces pratiques constitutives. Comment c'est organisé? Cette formation, je trouve que l'école 42, en tout cas, est un moyen de s'interroger sur la pertinence de ce que l'on fait.
qui est piloté essentiellement par des projets. Alors, ça, c'est le curriculum qui est représenté. Alors, il est assez difficile à décoder. Je vais me lever, mais ça va être un mouvement de caméra. On commence ici, et on a une série de petits projets d'initiation, mais on est dans une approche projet, qui vont être des apprentissages de base sur l'algorithmique, l'informatique et les notions. C'est traître, hein, votre marche, là. Donc c'est parce qu'à la fin d'une conférence, il y a une chute, c'est ça. Hein, il faut une chute positive. Et donc, il y a une série de tâches qui sont constitutives du métier qu'ils sont en train de préparer, avec des savoirs contributifs que les étudiants vont être à même d'apprendre tout seuls à partir des projets. Donc, on va être dans une approche essentiellement inductive, et non pas déductive comme une formation générale, avec des spécialisations progressives. Je ne peux pas aller plus loin, mais là, il y a 3 axes de spécialisation qui vont être ou bien l'algorithmique, ou bien les aspects logiciels, ou d'autres aspects. Donc, c'est un élément qui me paraît important pour se poser la question, et si nous devions former des enseignants ou d'autres personnels sans notre présence? Comment ferions-nous? Que ferions-nous? Pour terminer, c'est la question des formations des enseignants. Quelles sont les caractéristiques? Quel est le temps des élèves? Puisqu'on a, sur l'enseignement, c'est quand même pas comme un produit de chez Decathlon ou dans d'autres entreprises, ou du soin, puisque la temporalité des apprentissages des élèves est un élément déterminant dans leur pratique constitutive. Donc le temps long des apprentissages, le temps des élèves, le travail hors équipe pluriprofessionnelle implique des questions sur quelles sont les pratiques constitutives, quels sont les savoirs contributifs, quels sont les agencements, quelle technicité. Je défends l'idée qu'un prof des écoles ou un prof de lycée-collège, un prof d'université également, fait des opérations de haute technicité dans, par exemple, un exposé comme celui-ci, et à d'autres moments. Et donc, ce schéma permet de discuter ceci. Alors, un exemple dans la formation des ingénieurs en alternance CFAI 2000, où c'est l'approche projet qui est valorisée, avec le projet industriel qui nourrit, en fait, les contenus notionnels, oui, bien sûr, les contenus notionnels, c'est-à-dire que la thermodynamique ne va pas être abordée avec la série de ses lois, mais à partir d'un exemple de l'entreprise. Et enfin, c'est l'ensemble des questions qui peuvent être discutées. La question, enfin quelques questions de l'évaluation et des référentiels, l'évaluation et profil de sortie, technicité et registre, contenu et compétences, le problème de la référentialisation, du développement professionnel et de l'extension de compétences, mais aussi la question des apprenants et de leur conscience curriculaire, parce que ce qui est extrêmement important, ça a été mentionné hier en termes de contrat didactique, il est important que ceux qui sont en formation aient conscience du processus et de la progressivité qui a été imaginée pour qu'elle n'apparaisse pas comme une juxtaposition d'intervention, une juxtaposition décousue. Et ces principes sont souvent implicites, restent non dits, et ça renvoie à Bernstein sur les questions de cadrage, notamment, et de classification, qui sont au cœur de l'appropriation des étudiants, non pas des contenus, mais du processus, du curriculum de formation qu'on leur propose. Voilà quelques éléments pour discuter, avec des éléments bibliographiques qui fondent un peu cet exposé. Je vous remercie de votre attention.